Alors bonsoir à tous, moi je m'appelle Alexis Scholl. Alors effectivement on va sortir un peu du royaume du C++ et on va se pencher un peu sur le rendu 3D. Donc c'est pas très éloigné non plus, étant donné que le C++ est un des langages de prédilection pour implémenter des applications qui font appel à du rendu 3D pour des raisons de performance. Donc ce soir ça va être une présentation assez courte, basiquement sur quelles sont les étapes pour arriver à partir d'une scène 3D définie proprement à avoir une image, une sortie qui est représentative pour nous dans notre perception habituelle de ce qu'est la scène. Donc dans un premier temps, on va définir le problème à résoudre et ensuite on va passer sur la définition des différentes étapes de l'algorithme. Donc pour le problème à résoudre, le but ça va être de partir d'une scène en 3D, donc des objets qui sont définis en 3 dimensions avec des coordonnées x, y, z. Et l'objectif c'est d'obtenir une surface en 2 dimensions, donc ça va être un tableau de pixels puisque c'est ce que ça va afficher nos écrans aujourd'hui. Et donc ça va être un tableau en 2 dimensions avec des composantes rouge, vert, bleu en général pour pouvoir afficher des couleurs suffisamment définies. Donc pour l'algorithme, comme je vous dis, pour la sortie, une image qui a comme données la taille et les pixels, donc l'image à proprement parler. Et donc en entrée, on va prendre des vecteurs 3D dans un premier temps. Donc ce qu'on appelle des vertex, en fait, ça va être les points qui vont définir les modèles 3D qui seront affichés dans notre scène. En entrée, on va aussi avoir la position et l'orientation de la caméra, de façon à pouvoir changer le point de vue, à le mettre à un endroit qui soit approprié pour l'application qu'on souhaite réaliser. Et enfin, ce qu'on peut avoir aussi comme entrée, c'est la résolution de l'écran, qui va déterminer en fait la taille de l'image finale. Alors, c'est pas forcément lié à l'écran, on peut rendre des images plus petites ou plus grandes, mais on va partir dans le cas simple et dire que c'est la résolution de l'écran. Donc, en général, quand on implémente ce qu'on appelle donc un rasterizer, donc un système de rendu 3D, on va utiliser une structure de pipeline. Donc, un pipeline, c'est une architecture logicielle dans laquelle les différentes étapes, donc il y a différentes étapes de définies et chaque étape va nourrir la sortie d'une étape va nourrir l'entrée de l'étape suivante. Donc c'est vraiment une chaîne d'opérations qui vont s'appliquer avec à chaque fois le résultat de la précédente qui va être réutilisé. Donc c'est pour ça qu'en général on parle par exemple du pipeline OpenGL pour définir un peu l'architecture qui est employée pour ce système-là. Donc de façon assez spontanée, on va deviner 2 étapes importantes pour le rendu 3D. La première, ça va être la projection, donc c'est l'opération vraiment de passer d'une scène définie en 3D à une représentation en 2 dimensions de cette scène. Donc dans le principe, ça revient en fait à aplatir sur un plan tous les points qu'on souhaite rendre en essayant de conserver éventuellement une information de profondeur pour pouvoir avoir un rendu qui soit cohérent avec la scène qu'on souhaite mettre en place. Et la deuxième opération, c'est une opération qui s'appelle la rasterisation. Donc c'est le passage à proprement parler du monde vectoriel au monde matriciel. Donc le monde vectoriel, donc on va partir en fait de l'étape précédente, donc la représentation 2D de notre scène. Et le but, ça va être d'une certaine façon d'échantillonner ce monde pour en avoir une représentation matricielle et en fait un tableau de fragments. Donc les fragments, c'est un peu comme des pixels, mais qui contiennent des informations supplémentaires et qui vont permettre finalement de déduire l'image de notre scène. Donc au cours du rendu, on va avoir d'autres étapes intermédiaires. Donc avant la projection, à proprement parler, on va avoir toute une gestion des différents repères géométriques que je vais détailler plus tard, mais ça va être une grosse partie en fait pour l'intervention du développeur 3D, puisque c'est ce qui va lui permettre de déplacer des éléments dans sa scène, de les animer, ce qui va lui permettre aussi de déplacer la caméra de façon à pouvoir rendre une simulation qui soit cohérente. Et après ou pendant la rasterisation, on va avoir le test de profondeur qui va pouvoir conserver en fait la cohérence de profondeur de la scène. Et puis on va avoir éventuellement des calculs de colorisation et d'illumination. Je ne vais pas trop entrer dans le détail de ces calculs-là en fait, qui sont plus ou moins complexes. Il y en a qui sont fournis de base par OpenGL. Mais on va dire que pour l'instant, on va partir sur des polygones qui seront colorisés pleinement d'une seule couleur. Donc un pipeline fonctionnel pour du rendu va comprendre des changements de repères. Donc ça va être plutôt dans la partie utilisateur de la bibliothèque de rendu. On va avoir la projection, on va avoir la rasterisation qui sera vraiment pour avoir un tableau de fragments correspondant au rendu. On va avoir des tests de profondeur pendant la rasterisation. Et enfin, on va avoir des calculs de colorisation et d'illumination. Donc on va attaquer déjà les repères.
Donc le repère dans lequel on se place en général, c'est un repère autonomie directe. Donc c'est un repère qui a 3 axes, dont les axes ont des unités qui sont cohérentes. Donc en général, pour définir un repère autonomie directe, on prend notre main droite, on tend le pouce, l'index et le majeur, et ça donne le x, y et z de notre repère. Donc si vous observez attentivement des développeurs 3D dans la nature, ils vont souvent avoir leurs 3 doigts pointés comme ça devant leur écran. Donc ça rend pas l'air très intelligent forcément, mais c'est un outil qui est très pratique parce qu'on a souvent tendance à se perdre entre les repères, les axes, etc. Donc les repères, principalement dans une scène simple, on va en avoir 3. Donc le repère local, le repère monde et le repère caméra. Donc en fait le repère, ça va être un moyen de se positionner relativement à d'autres objets ou de positionner d'autres objets relativement à l'origine du repère. Donc par exemple, on pourrait dire que le repère monde dans la pièce, ça pourrait être le coin de la pièce ici. Un repère local, par exemple, pour une chaise, ça pourrait être le centre de la chaise, et donc les points, les pieds, etc. seraient définis en fonction du centre de la chaise. Et puis enfin, le repère caméra, ça va être le repère, le point de vue de l'observateur, donc ça pourrait être mon champ de vision, votre champ de vision, etc. Donc pour pouvoir convertir les différents repères, on va se baser sur une matrice de changement de repère, qui est une matrice de 4 par 4, et qui a le bon goût d'être assez compréhensible, au moins pour certains aspects. Donc là, c'est une matrice quelconque de changement de repère. Déjà de base, ce qui est assez sympa, c'est que la ligne du bas, ça va toujours être la même. Et puis sur la colonne de droite, comme vous le verrez, on a toujours la translation. Après, ça va se mélanger un peu pour la matrice 3,3 qui est en haut à gauche. Donc la matrice identité, celle-ci, on lui applique un vecteur. Le vecteur reste inchangé. Tout ça, c'est assez sympa. La matrice d'échelle, donc là on a juste les paramètres de facteur d'échelle sur la diagonale, donc ça va permettre de créer une extension, une diminution du vecteur, et donc pour un ensemble de vecteurs, ça va permettre d'agrandir ou de réduire un objet. La matrice de translation est assez sympa aussi, donc on a une matrice identité, donc puisque les matrices sont combinables, il faut quand même qu'on garde un vecteur d'échelle, un facteur d'échelle identité. Et on va avoir les éléments, donc les composantes de la translation sur la colonne de droite. Donc ça c'est assez pratique parce que dès qu'on regarde une matrice, on saura si elle est conforme à ce qu'on s'attend ou pas. Et alors là où ça se complique un peu, ça va être les matrices de rotation. Donc là c'est une matrice de rotation selon l'axe X d'un angle alpha. Et donc vous comprenez bien que si on va vouloir combiner plusieurs rotations, on va multiplier ces matrices entre elles, et à la fin ça fait un truc qui est incompréhensible pour le commun des mortels. Donc c'est là que les choses se gâtent un peu, quand on va avoir des problèmes de rotation, etc. Ça va demander un peu plus d'astuces pour pouvoir débugger tout ça. Donc un point, ça va être en écriture uniforme, donc puisqu'on est en matrice 4 par 4, l'écriture uniforme, ça va être 4 composantes, mais pour un point, la quatrième composante n'est pas utilisée. Ça peut être utile la quatrième composante si on veut utiliser plutôt des directions en fait, plutôt que des points, et du coup ça va nous permettre d'avoir un élément supplémentaire, un élément de propagation si vous voulez, pour une direction. Donc comment on change de repère? On a notre point d'origine qui est le repère R, qui est exprimé dans le repère A. On le multiplie par la matrice M, qui est une matrice de changement de repère du repère A vers le repère B. Ça va nous donner le point S, qui est le même point, mais exprimé dans le repère B. Donc c'est juste une multiplication de matrice toute simple. Donc voilà, comme on l'a fait au collège-lycée. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 3 repères. Donc le repère local, c'est le repère du modèle 3D. Donc par exemple, pour prendre l'exemple de la chaise, on va définir donc, une chaise qui a son centre au niveau du siège, et donc on va définir les 4 pieds, le dossier, etc. comme des points qui sont relatifs à ce centre de la chaise. Ce qui va nous permettre de déplacer la chaise et de déplacer tous les points en même temps. On a le repère monde qui est le repère de la scène, donc là j'ai mis l'utilisateur, en fait c'est l'utilisateur de la bibliothèque qui va en général se baser sur ce repère-là pour définir sa scène, donc il y a une chaise qui est à telle coordonnée de la pièce, etc. Et puis le repère de la caméra qui va servir pour la projection, puisque pour projeter en fait sur le plan de la caméra, on va se baser bien sûr sur une interprétation des points selon le point de vue. Donc c'est le repère final en fait qui va être nécessaire pour la projection. Donc l'opération qui est effectuée au début du rendu, donc ça va être de transformer d'abord un vertex du modèle du repère local, puisqu'il aurait exprimé originellement dans le repère local, vers le repère monde, puis du repère monde vers le repère caméra. Et donc mathématiquement, ça se traduit par la composition des matrices de transformation du local au monde, puis du monde à la caméra. Et donc cette matrice-là, résultante de la composition, on va pouvoir l'appliquer à la vertex.
Alors du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que cette matrice-là, la matrice résultante de la composition, elle va être la même pour tout le modèle 3D auquel sont associés les vertex. Ce qui fait qu'on va la calculer une fois, on y passe toutes les vertex, on n'a pas besoin de la recalculer ensuite. Ensuite, la projection. Alors, le principe de la projection, comme je vous l'ai dit, c'est de ramener des objets 3D dans un plan 2D. Donc, ça va rester une représentation vectorielle de notre scène. Il y a deux types de projections. Une projection orthogonale qui va conserver en fait la taille des objets, quelle que soit la distance à laquelle ils sont de l'observateur. Et la projection de perspective qui est plus intéressante pour nous, puisqu'il va permettre de rendre de façon réaliste en fait la distance de l'objet en fonction, enfin la taille de l'objet en fonction de sa distance. Donc pour schématiser une représentation, une projection de perspective, donc voilà ce qu'on a. On a un cône de vision, enfin plutôt une pyramide en fait tronquée, qu'on appelle le frustum. Et donc on a des objets qui sont dans la scène, donc entre des plans et dans le frustum, pour qu'ils puissent être rendus sur le plan proche. Donc comme je vous l'ai dit, le frustum est défini par trois ensembles de plans qui sont opposés. Donc le plan proche, le plan lointain. Donc il s'agit des plans gris, qui sont des plans assez importants parce que spontanément, autant c'est logique que si les objets sont en dehors à droite, en dehors à gauche, ou au-dessus, en dessous, qu'ils ne soient pas affichés, ça semble logique. Par contre, qu'ils ne soient pas affichés s'ils sont un peu trop devant, un peu trop derrière, malgré qu'ils soient devant l'observateur, c'est parfois source d'erreur. Donc ces notions de plan sont des choses qui sont peut-être un peu moins naturelles, mais qui sont très importantes. Par exemple, si vous avez déjà joué à des jeux vidéo ou des applications en 3D, quand vous vous approchez trop près d'un objet et que cet objet se trouve tronqué, c'est parce qu'une partie de cet objet est passée devant le plan proche en fait. Donc voilà une matrice de projection, donc ça peut faire un peu peur à première vue, mais ça va, elle n'est pas trop compliquée, surtout que là c'est la matrice générale. Dans la plupart des applications, on va avoir un champ de vision qui va être symétrique, donc on va des termes qui vont simplifier, etc. Donc ça fait une matrice qui est finalement pas si compliquée que ça. C'est assez intéressant de savoir comment elle est construite. Hein. Les démonstrations sont basées vraiment juste sur la trigonométrie et de la géométrie. Du coup, c'est des maths assez simples et ça permet de voir que ça s'applique très bien pour faire des applications intéressantes en 3D. Et donc on retourne sur notre préparation des vertex au départ. Donc on va y ajouter en fait la matrice de projection. Donc on retrouve notre composition des changements de repères. On peut composer tout ça avec la matrice de projection, ce qui fait une transformation qui va réaliser toute l'opération et dans laquelle on peut alimenter les vertex les unes après les autres. Et donc c'est intéressant de savoir la précalculer parce que si on a un objet avec des millions de vertex, eh bien, on peut toutes les passer dans la même matrice, ça fait gagner beaucoup de temps. Alors une fois qu'on a réalisé donc, notre projection, on a des triangles en fait, puisqu'en général on va définir notre modèle comme étant un ensemble de triangles. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de triangles, comme quand il y a des tests de performance sur les cartes graphiques, des choses comme ça. Donc on va partir de triangles, donc un ensemble de 3 vertex. Et le but, ça va être de transformer ça, de l'échantillonner pour transformer ça en un tableau de pixels qui représente ces triangles. Et on va sortir en fait de cette opération de rasterisation des fragments. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fragments ça contient à la fois la couleur, mais ça va contenir aussi la profondeur, la normale, les coordonnées de texture. Et en fait, quand on dit la couleur, ça va vraiment pas être la couleur finale, ça peut être la couleur du matériau. Par exemple, la table, sa couleur c'est blanc, mais avec l'illumination, etc., elle va être plutôt gris. Si je mets une lumière rouge, elle va être plutôt rougeâtre, etc. Tout ça, c'est des éléments qui vont prendre place, des calculs qui vont prendre place dans l'étape de calcul d'illumination. Et du coup, c'est une couleur qui n'est pas forcément représentative de ce que vous observerez dans la scène. La profondeur aussi, donc ça peut être intéressant pour des applications un peu plus complexes où on va réaliser des calculs en fonction de cette profondeur. C'est important aussi par exemple pour l'illumination. Et la normale également aussi pour l'illumination, ça va être très utilisé, qui va permettre de faire varier la luminosité d'une lumière par exemple, l'intensité d'une lumière en fonction de l'orientation de la face. Donc là on va se pencher un peu plus sur l'algorithme de rasterisation. Donc le principe c'est qu'on part d'un triangle quelconque. Ce triangle, on va le couper en deux horizontalement le long du vertex intermédiaire, ce qui va nous donner deux triangles. Un triangle qui aura le bas horizontal et un triangle qui aura le haut horizontal. Et ensuite, donc le but, c'est de superposer en fait un tableau de pixels à ce triangle, donc qui aura une certaine taille en fonction du rendu, de la taille de l'écran qu'on souhaite obtenir, dans lequel on souhaite rendre. Et on va partir en fait du vertex supérieur, et on va parcourir en fait le triangle suivant les vecteurs qui définissent ses bords.
et remplir au fur et à mesure les pixels qui sont dans le tableau de pixels sous-jacent. Donc là, en pratique, on part par exemple de V1, on va descendre d'une ligne, donc on va descendre d'une ligne de pixels, donc il faut reporter ce que c'est qu'une ligne de pixels dans le dimensionnement de l'écran, du triangle. Et connaissant en fait les coordonnées des 3 vecteurs, on peut déduire la pente de la droite qu'elle représente dans notre plan. Et on va pouvoir partir donc un coup en arrière pour rejoindre le premier bord. On remplit on note cette coordonnée-là. Un coup en avant pour rejoindre le bord suivant. Et on va parcourir toutes les pixels entre ces 2 points de la matrice et les remplir avec la couleur, avec la profondeur, etc. C'est au cours de cette étape également que va prendre place le test de profondeur. C'est-à-dire que, ayant conservé quand même au moment de la projection la distance à l'observateur, surtout en fait la distance au niveau du plan proche du vertex, on va effectuer le test de profondeur à ce moment-là. Et donc, en général, le test de profondeur est configuré de telle façon que si le nouveau pixel est plus loin, a une profondeur plus importante qu'un pixel existant, on ne va pas l'écrire. Sinon, on l'écrit. Et donc, ça va permettre de garder une cohérence et la superposition des éléments selon qu'ils sont plus ou moins proches de l'observateur, et donc d'avoir une scène qui soit cohérente. Donc voilà par exemple à quoi ressemble le buffer de profondeur lorsqu'on a rendu une scène, et donc on voit qu'en fait le niveau de gris est proportionnel à la distance à l'observateur. Donc OpenGL, c'est une implémentation d'un rasterizer. Ça fournit 2 choses. Donc dans un premier temps, une interface pour configurer certaines opérations. En particulier, on va pouvoir configurer les matrices de projection. En général, les matrices de repère monde et les matrices locales, ça va quand même de toute façon être à l'utilisateur de gérer ça. On va pouvoir configurer le test de profondeur. Par défaut, il y a une colorisation aussi qui est proposée, qui n'est pas forcément spécialement jolie, mais bon, ça permet de débuter, donc c'est pas mal. Et puis ça va fournir aussi, en fonction de la demande qu'il y a pu y avoir au fur et à mesure de l'utilisation de la 3D, ça va permettre de personnaliser des opérations plus complexes. Donc en particulier, vous avez peut-être entendu parler des vertex shaders qui vont prendre place en fait avant la rasterisation et qui vont permettre de modifier les coordonnées des vertex. Donc c'est même avant c'est là que va se prendre place la projection en fait. Et donc ça va permettre de modifier les coordonnées des vertex utilisés. Donc ça peut être utilisé par exemple pour faire des animations, des vagues par exemple qui vont bouger, ou des choses comme ça. Et donc dans le vertex shader, c'est quand même charge à l'utilisateur de réaliser la projection. Notre possibilité de personnaliser les opérations, ça va être les pixel shader ou fragment shader. Donc là par contre ça prend place après la rasterisation, on reçoit toutes les informations des fragments, donc la couleur du matériau, éventuellement d'autres informations comme la profondeur, etc. On peut faire passer aussi d'autres informations comme la position d'une lumière, on peut faire passer des informations comme la normale d'une face qui peut être interpolée entre les différents vertex de la face. Et donc à partir de là, on va faire des calculs géométriques pour calculer la lumière, pour ajouter du brouillard, des choses comme ça. Donc c'est assez souvent dans ce shader-là qu'on va avoir des calculs géométriques complexes pour pouvoir affiner la simulation de lumière, etc. qu'on va vouloir mettre en place. Et puis de façon un peu plus récente, mais bon je dis récente, ça doit faire au moins une dizaine d'années que ça existe maintenant, il y a les geometry shaders qui prennent place après le vertex shader et qui va permettre en fait de complexifier, de rajouter en fait des primitives au cours du rendu. Alors l'intérêt là, c'est par exemple d'avoir une sphère qui est assez grossière et de pouvoir rajouter des triangles pour l'affiner en fonction des besoins. Donc c'est l'origine de techniques comme la tessellation qui permettent d'avoir des modèles 3D d'afficher des modèles 3D plus définis que ce qui avait été monté dans la carte graphique. Et donc tout ça c'est implémenté pour être exécuté sur la carte graphique. L'intérêt c'est qu'on a conçu les cartes graphiques pour avoir des corps de calcul parallèles beaucoup plus nombreux qu'un CPU et pour être spécialisé dans ces opérations là, donc c'est beaucoup plus efficace et c'est ce qui permet de rendre des modèles de millions de polygones avec des opérations assez complexes dans les shaders et donc qui permettent d'obtenir les résultats de rendu 3D qu'on peut voir dans les applications même grand public aujourd'hui.
Donc voilà, c'était vraiment un tour assez sommaire de ce que c'est que le rendu 3D. J'espère que ça vous a donné envie de vous y pencher un peu plus si vous n'êtes pas déjà baigné dans ce domaine-là. Donc au niveau des sources intéressantes, dans ce premier lien, vous aurez une définition un peu plus précise de l'algorithme de rasterisation. Et dans le second lien, vous avez la démonstration mathématique pour la création d'une matrice de projection. Donc c'est assez simple, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Voilà pour ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ?